Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas encore, qu'ils soient les bienvenus, tous. Hein, on a encore un quart d'heure toulousain, c'est habituel, bon. Mais ça fait partie de la convivialité aussi. Alors, on reprend notre cycle de conférences, d'enseignements. Et cet après-midi, vous le savez, nous avons l'Assemblée générale extraordinaire qui va entériner des changements de statut, et puis l'Assemblée générale qui va élire le conseil d'administration. Bon, évidemment, vous êtes Enfin, on souhaite votre présence, c'est évident, mais si ça n'était pas le cas, si vous ne pouvez pas, vous avez des pouvoirs là, hein, et vous pouvez remplir et puis céder ce pouvoir à qui vous voulez. D'accord ? On va éviter de bourrer les urnes. Hein. C'est des pratiques mafieuses que certains connaissent dans l'Assemblée, mais que nous ne pratiquons pas. Bon, alors, passons aux choses sérieuses. Introduction à la pensée complexe. Déjà, on a envie de partir en courant avec ça. Et c'est pourtant la 9e. Hein. C'est pourtant la 9e. Donc, je félicite les patients parmi vous. Alors, un petit bilan d'étape, peut-être. Où en sommes-nous ? Dans quelle étagère, etc. Vous connaissez le truc. Alors, on a fait un petit... lors de l'université d'été, on a eu des retours de 35 personnes à peu près, donc c'est une minorité, hein, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 160 adhérents. Mais bon, on peut en tirer un certain nombre d'éléments de ce qui a été dit. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours, en dépit de nos interventions, un intérêt pour la pensée complexe. Et, non, mais et pour le travail pédagogique qu'on a effectué. Donc ça, c'est plutôt rassérénant, si j'ose dire, parce que c'est quand même du travail. Et je rappelle que l'objectif, c'est de faciliter l'accès à ce corpus-là avec un minimum de prérequis. Hein, l'idée, c'est pas de former des spécialistes, absolument pas. C'est voilà, c'est fait pour le citoyen. Hein, c'est ça. Alors, néanmoins, ce qu'on sent pointer, même s'exprimer, c'est le besoin d'une meilleure assimilation, d'une meilleure appropriation, au sens de s'approprier comme l'innutrition du XVIe siècle, hein, c'est-à-dire faire sien les contenus. Et effectivement, on peut, nous aussi, du point de vue de ceux qui essayent de transmettre, le percevoir aussi. Hein, c'est-à-dire un déficit sur ce plan d'appropriation. Alors, on va essayer d'y répondre, ça. Hein. On va essayer d'y répondre. Je vais surtout solliciter Jean-Yves, parce qu'il s'est proposé. Je le titille un petit peu, mais... Alors, il y a autre chose. Il y a aussi le souhait de faire fonctionner, et c'est en lien avec ce que je disais précédemment, hein, de faire fonctionner ces contenus en contexte, plus concrètement. Hein, c'est quelque chose qui est attendu. Là-dessus, on n'a pas de solution miracle. Hein, c'est l'antithèse de la pensée complexe, ça, si vous voulez. Il n'y a pas de recette, mais il y a un mode de réflexion qu'on peut mobiliser et qui peut produire sans doute, c'est en tout cas notre pari, hein, des améliorations, des meilleures compréhensions, peut-être même une meilleure action. Alors il s'agit effectivement non pas d'agir pour agir, mais il s'agit d'agir pour la métamorphose, qui demeure un mot puissant. Hein, je crois que c'est vraiment un mot puissant. Je ne reviens pas là-dessus, mais on aura quand même la nécessité d'en débattre. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par métamorphose ?
Alors, Jean-Yves a apporté des éléments. Il faut qu'on en débatte, notamment sur le plan éthique et sur le plan politique. Là, il y a peut-être insuffisamment de dimensions proprement politiques dans nos débats. Ça a été dit, hein, ça a été dit, et je partage assez. Non pas qu'il faille s'engager au sens partisan du terme, mais la métamorphose, elle a des conséquences, des implications et même un sens politique. Hein, ça me semble évident. Et là-dessus, on reste un petit peu, voilà. Il faudra sans doute avancer là-dessus. Georges, tu peux éteindre ton téléphone? Alors, ce qui est souhaité aussi, notamment par Georges, c'est toucher des publics différents. Un public féminin, jeune, un public différent en termes d'âge, d'origine sociale, d'origine ethnique. Je me félicite de voir des têtes qui sont ni blanches ni grises, même si on aime bien les têtes blanches et grises, hein, évidemment. Voilà, des jeunes, on a besoin de jeunes. C'est pour eux qu'on fait ça. Et il y a quelques étudiantes que j'ai fortement incitées à venir, donc elles n'ont pas osé me dire non. Est-ce que vous pourriez vous lever, Fiona et Laurie? Non. Je dis ça pour une raison précise. Levez-vous, il faut qu'on vous reconnaisse. Voilà, nos deux charmantes étudiantes. Je vous les présente parce qu'elles font une étude sur l'UPEM. D'accord? Et donc, elles seront amenées, si elles vous demandent, elles vous posent quelques questions, etc. Voilà, vous savez que ce sont des étudiants du Master Ingénierie de la transition des territoires qui s'interrogent sur la contribution à la transition de l'UPEM. Et donc, vous serez sans doute sollicités, au moins certains d'entre vous. Voilà, merci, excusez-moi de vous avoir exposé comme ça. Il y a aussi les origines géographiques, on touche peu de gens du monde rural. Voilà, bon, ce sont des questions qui concernent pas que l'UPEM, évidemment. Hein, bon. Mais sachez qu'on a ça en tête et que probablement il faudra faire quelque chose ressemblant un petit peu à ça, ou des modalités différentes, auprès de publics vers lesquels on sera amené à aller. Hein. Et pour certains ou certaines, ils souhaiteraient qu'on mobilise plus l'émotion, la sensibilité, l'imagination, l'imaginaire. Alors on a quand même un groupe de recherche-action qui s'intéresse à l'imaginaire. Hein. Donc on n'est pas complètement sec sur ce plan-là. Et y compris, voire une certaine dimension spirituelle. D'accord ? Alors, moi je suis d'accord sur cette dimension plus sensible. Hein. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire évoluer les comportements si on ne touche pas à la sensibilité. L'aspect intellectuel n'est pas suffisant. Hein. Donc, voilà. On a besoin d'artistes, on a besoin de gens qui parlent à notre sensibilité. Alors, il y en a parmi nous, hein, mais sans doute pas assez. Voilà, hein, ça c'est un petit peu le... Alors le calendrier, bon là c'est moi, la dimension dialogique c'est ce que je vais traiter, et vous pourriez poser la question, et puis quoi encore? Et je vous dirais, basta, ça suffit. Ensuite c'est Jean-Yves, qui nous fait un retour sur la métaphysique de la reliance, c'est-à-dire son développement, le développement qu'il a fait durant 2 séances, les 2 dernières séances de l'année dernière. Avec l'aimable participation du précédent, c'est-à-dire moi. Toujours Jean-Yves, donc on aura 2 séances où on travaillera sur les apports de Jean-Yves, dont je rappelle qu'il a édité les 2 volumes de l'obsolescence du réel, c'est le titre général.
Donc une deuxième partie, un deuxième retour avec la participation moins aimable du précédent. Où je serai plus critique. Et puis là, vous avez le duo infernal, Roro, Rossignol, Rogero. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on peut bien faire de tout ça? Hein? C'est quand même la question que vous vous posez, j'imagine. Donc ça sera une séance d'autoflagellation publique. Ensuite, Alain de Police nous propose le retour. Vous savez qu'Alain de Police est déjà revenu, enfin déjà venu, il va le revenir. Et j'ai demandé de le... Parce qu'il y a des choses tout à fait intéressantes chez lui, comment travailler ensemble, comment travailler l'ensemble, comment il voit l'UPEM aujourd'hui, l'UPEM et la métamorphose à travers son regard de quelqu'un qui a toujours essayé de faire coopérer. Ensuite, il y a 2 membres de l'UPEM. Alors, je pense qu'on ne les tirera pas au sort, hein, qui animeront. Nous aussi, on a des choses à dire. C'est bien ce qu'on croit. Hein. Et Georges, il n'arrête pas de me dire ça. Moi, je veux intervenir. Je veux intervenir. Donc, je pense deux membres avec 2 exposés différents, parce que faire un exposé de 2 heures, c'est quand même important, on n'a pas toujours la matière. Ça peut être 3, ça peut être 1 si on a un seul membre qui le souhaite. Hein, mais vous voyez, on a fixé un horizon assez lointain pour qu'il y ait la possibilité de préparer. Hein, cette idée, c'est de communiquer sur des choses qui sont censées ou qui sont possiblement intéressantes pour les autres membres de l'UPEM. Ensuite, il y a Isabelle Sénégas, qui est la fondatrice de l'université de Terrain Edgar Morin, et un dénommé Georges Ders du Pacte civique, qui devrait intervenir, mais vous savez, Georges Ders, c'est un peu la star, donc il ne donne pas une réponse rapide. Des maisons de la fraternité et de la solidarité, c'est un projet qui est mené notamment par Elisabeth, mais auquel participe Georges, au pouvoir d'agir des citoyens. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Georges, ils doivent savoir que c'est le titre d'un de ses livres et qu'il en parle très souvent. Tu as entendu Georges, hein, tu as ta place. Ensuite, il y a la star de la saison, c'est Laurent Liévins. Alors, si vous ne connaissez pas Laurent Liévins, allez voir. La métamorphose joyeuse, hein, c'est bien ça qu'il nous fallait. Bon, c'est un jeune homme, il a beaucoup de qualités. Hein, Xavier, il n'est pas là, Xavier Dutour qui m'en avait parlé. Puis il y avait aussi Juan David et Nicolas Bolo. Nicolas non plus. Ah, il est là, Nicolas. Tu vas bien? Bon. Ah, excuse-moi. Il faudrait que je mette mes lunettes. Oui, voilà, je t'ai vu. Donc, jetez un coup d'œil, hein, vous tapez et vous verrez, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui a fait beaucoup de choses et qui, à la fois il a travaillé avec Morin, enfin avec le corpus de Morin pour sa thèse, donc il connaît la pensée complexe, et puis par ailleurs il est très engagé, il a démissionné de l'université, il y a des gens courageux, courage que je n'ai pas eu, mais il a démissionné, et et il accepte de venir nous... il le fait de manière gracieuse, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il dit, il a raison, que ça prend du temps pour lui et qu'il a besoin de vivre. Mais je lui ai présenté le projet, il a dit, ah ben là, ça m'est vraiment sympathique, je viens gratuitement. Voilà. Donc on l'aura. Et puis, la dernière, c'est pour monsieur ou madame X, et c'est un créneau pour l'inconnu. Voilà. Bon, ça peut changer, hein. Je vous donne ça comme ça, mais...
Alors, essayons de schématiser rapidement le dispositif, ce qu'on a essayé de faire. Moi, je dirais que, en tout cas, c'était ma perspective dans les enseignements, c'était de développer ce que Morin appelle la complexité paradigmatique. Le paradigme de la complexité. Alors, je ne vais pas rentrer dans des nuances de spécialistes, si vous voulez, mais il y a la complexité générale et la complexité restreinte. Ce n'est pas la complexité restreinte, c'est la complexité générale, mais avec une dimension paradigmatique, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse le strict plan, j'allais dire, cognitif ou intellectuel. Il y a aussi dans cette complexité, moi c'est ce qui m'avait séduit, j'allais dire une vision du monde. Une vision du monde et une éthique, et je dirais même une politique qui en découle, qui sont assez claires, me semble-t-il. Alors c'est pas ça que moi j'ai traité. Moi j'ai traité la dimension, j'allais dire, intellectuelle, cognitif au sens étroit du terme, c'est-à-dire les opérations intellectuelles. Hein, une sorte de travail de connaissance. Et comment la complexité pouvait changer un petit peu notre regard pour produire de la connaissance. Et pour agir aussi, parce que ce sont des éléments pour agir. Donc c'est ce que j'appellerais, moi, ce que j'ai appelé les dimensions cachées du complexus, c'est-à-dire chausser des lunettes qui permettent, ou qui autorisent plus que d'autres, de se représenter les choses en termes, par exemple, de récursivité, en termes de systémique, etc. Et puis, Jean-Yves, vous voyez qu'il est sorti un peu du cadre, mais globalement, il est dans le cadre, de mon point de vue, avec sa métaphysique de la reliance. Je dis qu'il est un peu hors de la complexité paradigmatique, parce qu'il a mobilisé d'autres références, mais globalement, son propos, me semble-t-il, est tout à fait compatible, et même à bien des égards inclus dans cette complexité paradigmatique. Alors, on aura l'occasion de revenir sur ce qu'a fait Jean-Yves, parce qu'il a quand même fait... Moi je synthétise la pensée de Morin, d'accord ? Lui, il a fait une œuvre originale où il propose quelque chose. Hein, donc, ce n'est pas du même niveau. Hein, il y a là quelque chose de... Moi, je l'ai déjà fait, mais je tiens à le remercier pour ça. Hein. On va revenir sur ce qu'il a fait à deux reprises, et puis on en débattra, parce que ça peut susciter, ça a suscité aussi des interrogations, et c'est bien naturel. Mais je dirais qu'au niveau de cette métaphysique, ou même de cette mythologie, il y a une interrogation qui est assez spécifique, hein, quand même. Elle est assez spécifique. Et donc, il faut, à mon avis, la discuter, essayer de l'intégrer, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, bon, ce qui nous manque, évidemment, c'est l'action. Tout ça, c'est fait pour mettre en œuvre des choses, mais je voudrais dire aussi que penser, c'est agir. Hein. Vous voyez ? Parce qu'on a des dichotomies un peu simples. On aime bien les dichotomies, on va y revenir. Hein. Mais il y a ceux qui disent il faut agir, il faut agir. Mais je regrette. Penser, c'est agir. De la même manière qu'agir, c'est penser. On vise la métamorphose, et là aussi, il faudra en discuter. Et puis, on vise en fait un processus assez, qu'on espère, vertueux, non pas un cercle, mais une spirale, qui nous amènerait à réfléchir, faire un retour sur nos propres références, disons, théoriques, à partir de ce que nous aurons fait. Voilà, c'est ça la perspective. Hein. Donc, on en est là, on peut progresser là-dessus, c'est évident. Et les 3 séances qui vont venir, si vous voulez, avec Jean-Yves et moi, ben, ça sera des séances d'explicitation. Hein, ça sera des séances où on travaillera sur... voilà, il faudra revoir un peu tout ça et puis arriver avec l'idée de s'approprier le truc. Hein. Et puis, probablement, pour cette dimension d'appropriation, j'aime bien le terme d'innutrition,
hein, c'est-à-dire faire sien quelque chose qu'on incorpore, je pense que on n'a pas encore pensé, mais on va essayer de mettre en œuvre des sortes d'ateliers, s'il y a une vraie demande, d'ateliers en petits groupes, où on peut travailler sur des contenus, hein, des concepts. Ah, j'ai pas compris ce truc-là, etc. Et donc on va le proposer. Mais on verra ça au conseil d'administration. En tout cas, je le proposerai moi au conseil d'administration et j'en ai parlé à Jean-Yves, il est d'accord. Bon, quelquefois, vous regardant, j'ai un peu cette image-là. Vous voyez, enfin, un truc... voilà, presque baroque, quoi. Hein. Non, je rigole. Mais bon, j'aime bien ça. C'est une belle représentation. Extraite de Brésil. Alors, je reviens un petit peu sur ce que je vous ai fait, parce que ça remonte déjà à pas mal de temps. La pensée complexe ou la complexité paradigmatique, je vous rappelle cette belle phrase qu'en général, moi, j'utilise pour synthétiser le projet maurinien. Nous avons besoin d'une méthode de connaissance, on pourrait quelquefois dire un peu plus que connaissance, mais enfin, d'une méthode de connaissance qui traduise la complexité du réel. C'est un petit peu ça que moi j'ai essayé de vous faire, à travers les dimensions cachées du complexus. Mais il ne faut pas oublier les deux autres éléments, les deux autres propositions de Morin, c'est qui reconnaissent l'existence des êtres. Alors ça, bon, les philosophes, ils sont familiers de l'être, mais les scientifiques, en règle générale, ils n'en parlent pas. D'accord ? Ils ne parlent pas de l'être, ils ne parlent pas du sujet. Donc une approche qui se veut inscrite dans la science et qui nous parle de l'existence des êtres, c'est quand même très, très rare. Et puis, une méthode de connaissance qui approche le mystère des choses. Bon, là, vous voyez, la proximité avec ce que nous a dit Jean-Yves, le mystère des choses. Ben oui, il faut admettre ce mystère des choses et il faut probablement l'accueillir. Et non pas nourrir une sorte de réédition du projet scientiste en disant tout est maintenant connu ou le sera bientôt. C'est une autre conception du monde. Hein, une autre conception du monde. Donc, il resterait... vous voyez, moi je n'ai pas perdu l'ambition de travailler à la diffusion de la pensée complexe dans tous ses aspects. Donc, je pense que j'ai un peu cerné, traduire la complexité du réel, mais je n'ai pas du tout abordé, ou pas directement abordé, la reconnaissance de l'existence des êtres et l'approche du mystère des choses. Et je salue Nicolas qui nous rejoint. Alors, je rappelle les dimensions cachées du complexus parce que c'est la dernière que je comptais vous traiter. La forme processuelle, hein, c'est Héraclite. On a un bon spécialiste d'Héraclite, mais il ne veut pas nous en parler. Voilà. Juste quelques mots, parce que j'ai déjà traité, mais pour rappeler les choses. Nous avons des catégories statiques, nous avons en général tendance à voir, j'allais dire, des photos là où il faudrait voir le mouvement. Parce que tout est mouvement, en fait. Le problème, c'est que probablement que notre intelligibilité n'arrive pas, ou pas suffisamment, à intégrer ça. Mais on va dans l'excès inverse, c'est-à-dire que on réfléchit beaucoup sur quelque chose qui aurait une certaine forme de fixité. Et ça nous empêche de voir que même quand il y a une forme de fixité, elle n'est jamais totale et qu'il y a du mouvement. L'importance des relations, bon, c'est vital, évidemment. C'est vital. Je dirais ça, c'est
on a une société, une vision qui est très individualiste, à la fois sur le plan moral, sur le plan politique et sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, on explique les phénomènes sociaux par les individus, comme si la société n'existait pas en elle-même, et que c'était la somme des individus. Bon, ça c'est l'individualisme méthodologique. Mais nous sommes tous pétris de convictions individualistes, même si on veut y échapper. C'est une catégorie aujourd'hui anthropologique, et je pense que celle-là, il faut la discuter. Il faut la discuter plus qu'on ne le fait. En tout cas, sur le plan cognitif, sur le plan, j'allais dire, des modèles ou des attentions qu'il faut porter, il faut, me semble-t-il, mettre l'accent sur les relations. Pas que sur les relations, parce qu'il y a évidemment des entités individuelles. Mais on voit si peu les relations, si vous voulez. Dans tous les domaines, tous les domaines. Vous regardez les politiques publiques, c'est des politiques individuelles. Mais tout est à l'avenant. Donc ça, c'est déjà une forme de vraiment de changement important. Bon, au-delà des relations, il y a le regard systémique. Là aussi, je prétends que on utilise beaucoup le terme de système, on convoque peu la démarche systémique. Parce qu'elle est mal connue. Et elle est, si vous voulez, assez souvent en contradiction ou en nette différence avec ce qu'on a l'habitude de mobiliser, à savoir la démarche analytique. Donc c'est une illusion de penser que il faudrait identifier l'usage réel de cette pensée à la fréquence de l'utilisation des termes systémiques ou système. Ce n'est pas du tout vrai. La dimension hologrammatique des relations, vous savez, le tout qui se trouve dans la partie, c'est-à-dire une relation qui complexifie évidemment cette dimension du tout et de la partie. La dimension récursive, bon, c'est une figure centrale, non pas la linéarité, mais une forme de circularité ou de forme spiralée. Ça, c'est essentiel. Vous voulez prendre un discours, quel qu'il soit, vous regardez les relations linéaires, des causalités linéaires, et vous voyez quelle est la nature de ce discours. C'est assez simple. Et vous introduisez des boucles, et vous voyez que le discours, il change. Il est moins caricatural. Il est plus complexe, c'est évident, mais il est moins caricatural. Bon, et là, j'en viens à une autre dimension très importante, qui est celle de la dialogique. La dialogique des relations. C'est la dernière dimension cachée du complexus que je voulais traiter. Alors, la forme dialogique des relations. Je commencerai en disant « no contradiction ». Pas de contradiction, pitié. C'est cet homme-là, un vieux grec, qui a banni formellement la contradiction de la logique formelle, dite du syllogisme généralisé pour faire savant, logique aristotélicienne, celle qu'on mobilise sans en avoir conscience. Quand on dit c'est logique ou c'est pas logique. Vous voyez, on ne sait pas, ça je le dis souvent aux étudiants, et d'ailleurs je pourrais demander à Laurie qu'elle nous explique le principe de non-contradiction, mais ça ne devrait pas lui plaire. Alors il y a trois axiomes, trois postulats fondamentaux non démontrables, comme c'est la définition, c'est-à-dire il faut les admettre. Le principe ou l'axiome d'identité, une chose est égale à elle-même, A est égal à A et non pas à B. Bon, ce qui paraît, j'en avais fait une petite critique, je crois, je ne sais plus si vous vous en souvenez. Héraclite, il n'est pas d'accord. On se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Rien n'est strictement égal
à lui-même dès lors qu'on introduit la dimension temporelle. Donc il faut une statique. Vous voyez, l'identité, ça fige. Dès lors que vous introduisez le temps, tout change. Et rien n'est strictement égal à soi-même. Bon, mais ce n'est pas ça dont je discute, mais ça fait partie de l'ensemble. Hein. C'est ce qu'on est obligé d'admettre quand on dit c'est logique. Et on ne sait pas nécessairement tout ça. Évidemment, le deuxième, l'axiome de non-contradiction, voilà, surtout pas des contradictions. Hein, exemple, deux droites dans le plan ne peuvent pas être séquentes et non séquentes à la fois. Elles ne peuvent pas se croiser puis être parallèles, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une contradiction, c'est une proposition, c'est deux propositions dont l'une nie ce que l'autre affirme. Et si on les met ensemble, on a affaire à une contradiction. Là, les droites sont séquentes et les droites sont en même temps non séquentes, eh ben, c'est faux, c'est une contradiction. Alors ça nous apparaît, si vous voulez, comme une absolue nécessité. Hein, c'est ça qu'on va un petit peu discuter. Et puis, associé à ça, existe ce troisième axiome ou principe dit du tiers exclu. C'est que non seulement, si vous voulez, on pose l'existence, le refus de la contradiction, mais en plus, ça se traduit, si vous voulez, par une sorte de vision qu'on pourrait qualifier de dichotomique. Et on couvre le réel en disant c'est soit c'est séquent, soit c'est non séquent. Et là, vous avez couvert le réel. Vous voyez ? Autrement dit, ça se joue en termes de est-ce que les droites sont séquentes ou est-ce que les droites ne sont pas séquentes. Il n'y a pas de troisième possibilité. C'est ça que ça veut dire, le tiers exclu. Vous voyez ? Bon. Ou bien Socrate est vivant, ou bien il est non-vivant, c'est-à-dire mort. Et là aussi, ça nous semble être une forme d'évidence. Mais il faut se méfier des évidences. Donc si si vous voulez, en logique aristotélicienne formelle, il y a d'autres formes de logique, hein, mais c'est pas à ma portée. Il faut bannir la contradiction. Il s'agit d'une erreur logique, plus ou moins grossière. On ne peut pas être et ne pas être à la fois, comme disait Hamlet. Enfin, Horatio dans Hamlet. Et pourtant, c'est un peu méchant. C'est un peu méchant, mais un peu d'être et beaucoup de néant. Bon. Si on voulait trouver une sorte d'antithèse à la métamorphose, ce serait quand même un peu lui. Hein. C'est violent. Hein. C'est violent. Alors, non, je ne suis pas fier. Mais je ne suis pas fier, mais ça m'a fait du bien. Alors, la contradiction, on la bannit de notre mode de réflexion, mais si on se penche, pour autant qu'on le sache, mais il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus, des anthropologues notamment, sur la manière dont les sociétés, voire les civilisations humaines se sont donné des récits sur les origines, parce que toute société a des récits, et c'était intéressant chez Jean-Yves de nous renvoyer à cette cosmogonie qui est fondamentale, évidemment. Toutes les sociétés ont des récits sur leur propre origine. Comment ça se fait qu'on soit là? Vous voyez, on se pose ces questions. Toutes. Et bien, quand on regarde, très souvent, je pense à Ballandier pour l'Afrique de l'Ouest, ça m'avait intéressé particulièrement, mais vous retrouvez ça dans beaucoup de sociétés. Qu'est-ce qu'on retrouve comme étant à l'origine, si vous voulez, de nos sociétés, de l'humain, de la création? C'est une sorte de conflit. Vous voyez, souvent c'est une figure unitaire. Alors là, c'est le paradis, c'est le monde éthéré. Il n'y a pas de souffrance, mais il n'y a rien, quoi, sauf une sorte d'harmonie totale.
et puis d'un coup, ça pète. Vous voyez, les choses se fracturent, et alors là, c'est le début de l'histoire, et c'est la fin des figues. C'est-à-dire, bon, vous avez quelque chose de l'ordre d'une contradiction permanente qui explique l'histoire. Donc ça va... on devrait s'interroger là-dessus. Vous voyez, on bannit un mode de raisonnement pour garder un cadre logique, mais il faudrait aussi se rendre compte que beaucoup de sociétés ont réfléchi en des termes qui intègrent la contradiction, et même on ne peut pas penser l'histoire dans ces sociétés, la société humaine, indépendamment de la contradiction. Donc qu'est-ce qu'on fait de la contradiction, nous ? Bon, les Chinois, ils n'échappent pas à la règle. Hein, c'est souvent c'est le ciel et la terre. Vous voyez, le ciel et la terre qui vont se dissocier. C'était uni, puis ça va se dissocier. Et ça va donner le yin et le yang, qui demeurent aujourd'hui, si vous voulez, des principes fondamentaux que les Chinois intègrent, de manière, comme dirait Morin, dialogique. C'est-à-dire, il y a les deux. Là aussi, la contradiction, on l'assume. Elle est fondatrice. Alors, dans l'existence en général, est-ce qu'on n'est pas tous et toutes traversés par des contradictions ? Ça me semble être une sorte de constat relativement élémentaire. Bon, pour faire référence à un propos plus savant, on trouve par exemple chez Morin dans sa théorie du sujet, y compris le sujet biologique, même si c'est plus le sujet humain, cette idée qu'il y a au cœur de chaque sujet à la fois des forces égoïstes, où l'individu se met au centre, et puis aussi des forces altruistes, où il est capable de mettre un autre au centre. Il est capable des deux. Et souvent, il est tiraillé entre les deux. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, c'est pas nouveau, hein, mais ce qu'elle pointe, cette aspiration des femmes à l'autonomie et cette limite qu'elles rencontrent, cette contradiction qu'elles éprouvent entre cette aspiration à l'autonomie et les rôles et les responsabilités qui leur sont à ces femmes assignées par la société. C'était le cas en 1947, mais c'est encore le cas aujourd'hui, même si c'est sans doute moins puissant, cette contradiction, elle existe encore. Hein, elle existe encore, c'est assez évident. Là aussi, c'est une contradiction. Alors, ces contradictions, elles ont une forme d'intensité dont l'art peut rendre compte. Et comme il s'agit de parler aussi à l'émotion, je voulais vous parler de ça. Meryl Streep, vous connaissez, j'imagine, l'histoire, hein, c'est un classique. Mais ce visage-là, c'est un visage qui est confronté à une contradiction. Alors elle a fait un choix, ça n'est plus une contradiction, puisque ce dilemme, elle l'a en quelque sorte tranché, mais on voit bien que ça va l'habiter toute sa vie. Hein, et voilà. Comment on peut bannir, si vous voulez, de notre mode de raisonnement quelque chose qui anime autant les humains ? C'est pas raisonnable. Et on est tous confrontés à ce genre de choses. Alors, on n'est pas tous Clint Eastwood et Meryl Streep. Le pauvre vieux, il voit débarquer Clint Eastwood, Marie, bon, c'est sûr, c'est difficile. Hein, bon. Si David Bowie avait débarqué, j'aurais perdu mon épouse. Hein, ça... Je ne suis pas sûr, mais il y avait des risques. Hein.
Bon. C'est bien les petits morceaux de film, hein? Non? Hein, Georges? Bon. Alors ça, c'est la figure du dilemme, c'est au cœur de la tragédie. Il y a la contradiction, et la contradiction amène à faire un choix extrêmement douloureux, parce que toutes les options, soit elle reste avec son mari, soit elle s'en va avec ce photographe. Dans les deux cas, elle abandonne quelque chose. Hein, Alors, il y a d'autres choses qui sont assez stupéfiantes. Moi, vous voyez, le wingsuit de relief, hein, parce que si on tombait dans l'avion avec vous faites un petit peu de vol plané, et puis après vous tirez la... Non, mais là les types, ils se jettent au ras des cailloux, quoi. C'est quoi cette prise de risque, si vous voulez? C'est pour vivre intensément. Donc, c'est l'idée que si on veut vivre intensément, il faut frôler la mort. Hein, c'est presque une pratique suicidaire quand on voit le taux d'accident. Hein, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui se joue dans toutes ces pratiques à risque? Il y a bien quelque chose de l'ordre d'une contradiction. Hein, je ne peux vivre qu'en risquant ma vie. Alors, avant d'aller boire un café, hein, parce que quand même, il faut boire un café, établissons la différence entre dialectique et dialogique. Alors la dialectique, c'est une vieille histoire. Certains estiment que c'est Héraclite, et Morin pense ça aussi. Hein, la dialectique, il y a des contradictions. Vous connaissez le fameux triptyque thèse, antithèse, synthèse. Hein, deux thèses qui s'opposent et on dépasse la contradiction par la synthèse. Bon. C'est un peu schématique, mais enfin, il y a l'idée, si vous voulez, c'est ça qui va amener Morin à préférer la dialogique, même si il a été formé, si vous voulez, dans une forme d'hégélianisme et de marxisme, au moment de la résistance notamment. Il était à Lyon. Il a lu Hegel, ce qui est une performance, si j'en crois Clément Rosset. Mais voilà. La différence, si vous voulez, c'est qu'il y a cette capacité à dépasser la contradiction et voire même à voir disparaître la contradiction. Hein? Par exemple, chez Marx, c'est la société sans classe. Tant qu'il y a des classes, il y a des contradictions. Mais s'il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de contradiction. C'est le communisme, c'est ça le communisme pour Marx. C'est l'absence de contradiction. Vous savez la phrase de Lénine, hein, on va substituer au gouvernement des hommes l'administration des choses. On n'a plus besoin de pouvoir. On va simplement administrer les choses parce que les hommes s'auto-gouverneront. Hein? Donc c'est un peu l'idée du paradis. Une sorte de monde voilà, dépourvu de conflictualité. Alors pour Morin, quand il parle de dialogique, et il utilise un terme qui a été forgé avant lui hein, par quelqu'un qui travaille sur le langage, Biatkin, pour lui, il n'y a pas de dépassement, si vous voulez. Il y a la contradiction demeure. Et il est illusoire de penser qu'on pourra échapper à la contradiction. Lui, il voit dans le réel l'association complexe, alors complémentarité, concurrence, antagonisme, mais voyez déjà la contradiction entre les termes. Parce qu'on ne peut pas être antagoniste, deux phénomènes ne peuvent pas être antagonistes, c'est-à-dire totalement contraires, et complémentaires. C'est une contradiction, une aberration logique. Donc néanmoins, l'association complexe
complémentaires, concurrentes et antagonistes, d'instances nécessaires ensemble à l'existence, au fonctionnement et au développement d'un phénomène organisé. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit, quand il y a organisation, il y a dialogique. Et comme il y a de l'organisation partout, d'une certaine manière, il y a partout de la dialogique. Mais cette association complexe, si vous voulez, il faut penser, non pas exclure les choses, mais essayer de les penser ensemble. Or, si vous voulez, dès lors qu'on a appris que la contradiction, c'était l'erreur, on n'essaye pas de penser avec la contradiction. On rejette tout ce qui nous conduit à la contradiction. Et donc on simplifie abusivement, on oublie des dimensions. Et c'est ça, si vous voulez, aussi une des leçons d'une absence de prise en compte de la contradiction et de la complexité. On satisfait nos exigences humaines et culturelles au détriment d'une saisie plus attentive de ce que nous vivons et de ce qui est, ce que nous percevons. Alors ça s'accompagne des injonctions dichotomiques faites à l'univers. Injonction dichotomique, c'est toi, univers, tu es divisé en deux. Et puis si tu n'es pas divisé en deux, il faut que tu te divises en deux. Parce que nous, on a besoin de ça. C'est une sorte de passion, voire d'hubris, de dualisme. On divise en deux. Et la pathologie immédiate après, c'est le manichéisme. Esprit-matière. C'est pas structurant, ça. Raison-émotion, j'ai déjà parlé de ça, citant évidemment Damasio. Sagesse-folie. Ça c'est un grand classique, ordre-désordre. Soit on est dans l'ordre, soit on est dans le désordre. Va ranger ta chambre. Stabilité-changement. Alors, essayez de penser quelque chose, d'organisé, qui n'ait aucune stabilité, qui soit en permanence dans le changement, ou l'inverse. Qui soit dans le changement permanent et qui n'ait aucune stabilité. La plausibilité. Et, évidemment, elle n'existe pas. C'est la même chose pour l'ordre et le désordre. Il n'y a pas un ordre absolu. Un désordre absolu, il y a toujours une combinaison et il faut concevoir. C'est ça la difficulté. C'est concevoir le désordre à l'intérieur de l'ordre. Consubstantiellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre sans désordre, et inversement. C'est ça qui est difficile à penser. Ouverture, fermeture. C'est ouvert, c'est fermé. Ça dépend. Quelquefois c'est fermé, mais ça devient ouvert. Vous voyez, et puis la complexité elle se fait, d'un système, elle suppose à la fois de l'ouverture et de la fermeture. À la fois. Pardon ? Ah oui. Je ne l'avais pas noté, mais c'est effectivement, chez Morin, c'est important. Théorie pratique. Vous voyez, Georges, il a horreur de la théorie. Il dit, ça ne sert à rien. Moi, je suis dans la pratique. Abstrait, concret. Pensée, action. Bon, tout ça, c'est... Vous voyez comme ça nous structure, en fait. Parce que c'est des choses qu'on mobilise très couramment. Et dès lors que vous avez des structures de ce type dichotomique, vous allez avoir des représentations dichotomiques. Négatif, positif, hands-on, individuel, collectif, analyse, synthèse, spécialiste, généraliste, concurrence,
coopération. Prose, poésie, c'était bien ça. Masculin, féminin, etc. Bon, bref, on est très marqué par cette vision-là. Donc, ce n'est pas simplement le rejet de la contradiction en soi, mais c'est aussi la simplification abusive, enfin, que je juge abusive, de ce qui existe, ou de ce qu'on perçoit. Bon, alors que les dialogiques, si vous voulez, on les rencontre en permanence. Niels Bohr, ça c'est une phrase que Morin cite souvent, je n'ai pas trouvé la source chez Niels Bohr. Niels Bohr, c'est un grand physicien de la mécanique quantique, prix Nobel, je crois, de 1922, et c'est quelqu'un que Morin cite souvent. J'ai oublié le contraire d'une vérité. Alors, il dit le contraire d'une vérité triviale, d'une affirmation, j'allais dire élémentaire, c'est une erreur. Mais le contraire d'une vérité profonde n'est pas une erreur, mais peut-être une autre vérité profonde. D'accord ? Dieu existe, Dieu n'existe pas. Bon, alors, moi je suis sociologue, hein, nul n'est parfait, donc je m'intéresse un peu au social. Mais au cœur du social, mais ça va parler aussi au psy, hein, ça. Il y a cette tension permanente entre le conformisme, être comme l'autre, participer à du collectif, et la recherche de singularité, d'individualité. Le même et l'autre, je vais être en même temps le même et un autre. Là aussi, c'est une dialogique. Je suis jamais totalement un autre et je suis jamais totalement le même et je suis travaillé par ces deux forces. De manière plus prosaïque, le mérite individuel et l'influence collective. Oui, Morin, il dit quelque chose qui est sympa. Alors bon, il y a un petit peu de coquetterie. Hein. Je suis le produit de mes rencontres. En fait, ce sont les autres qui m'ont fait. C'est ça que ça veut dire. Oui, bon, il a quand même une certaine idée de lui-même. Hein, il faut quand même pas. Mais bon, il a ça. Je suis le produit de mes rencontres. Bon, c'est quand même, c'est pas la tonalité générale de l'époque. Hein, la tonalité générale de l'époque, c'est ça, parce que je le vaux bien. Que diable. Hein? Moi, je trouve que c'est très révélateur, ça, ce slogan. Je le trouve très signifiant. Il y a 40 ans, hein? Ils n'en sont pas sortis. Parce que je le vaux bien. Ça veut dire quoi? C'est moi. C'est moi qui le vaux. Et tous les nababs là qu'on nous montre, les Musk, Bezos et compagnie, c'est eux. C'est eux, 100 milliards de dollars. Enfin, voilà. C'est absolument déraisonnable. Absolument déraisonnable. Mais c'est idéologiquement ancré dans ce type de représentation. Parce que je le vaux bien. Alors on peut détourner, moi j'aime bien ça. C'est sympa, hein? Ah oui. Ah, il y a ça, puis il y a ça. Moi, je préfère ça quand même. Hein? Bon. Je sens que Philippe, il s'impatiente. Alors, je vais lui mettre une belle photo de montagne. Ah, c'est l'idée, si vous voulez, voilà. On est sur la crête. On est sur la crête. Plus un système, et vous enlevez ce S intempestif, plus un système est autonome et plus il est dépendant. Bah, qu'est-ce qu'il raconte, Morin? C'est n'importe quoi. Parce que
soit on est autonome, soit on est dépendant. Eh bien, si vous voulez, il n'y a pas plus dépendant qu'un organisme vivant, et il n'y a pas plus autonome qu'un organisme vivant. La dépendance, elle est multiple, et elle est proportionnelle, si j'ose dire, au niveau d'autonomie. Un humain, c'est extrêmement autonome dans la création, enfin le registre du monde animal, sans doute l'animal le plus autonome, mais en même temps, c'est le plus dépendant, d'une certaine manière, parce que ses caractéristiques, on dirait dans notre belle société, ses performances, il les doit à une insertion et une dépendance constante à l'environnement. Et s'il cesse de pouvoir respirer, il a une espérance de vie, somme toute, assez limitée, très limitée. Même s'il a une capacité à s'auto-réparer dans une certaine mesure, ce que n'ont pas évidemment les machines. Bon, c'est sur cette belle idée que je vous propose qu'on prenne un petit café, hein, qui me permettra de me reposer un peu, et puis à Christian d'aller s'allonger. Il y a Eric aussi. Oui. Et il t'entend, moi. Ah ben je pense. J'espère. Vous m'avez entendu? Ouais, bon. Oui.